Tout fonctionne. OK. Bonjour tout le monde, on va commencer. Je suis très heureux pour le 11e Mercredi Recherche qu'on reçoit pour une deuxième fois un ami des Mercredis Recherche, le professeur Joël Lefebvre. Comme toujours, je vais un peu maladroitement le présenter avant de lui laisser parler des choses qui sont intéressantes. C'est un sujet qui me fascine, le cerveau, puis c'est un peu aussi pourquoi j'ai commencé mes études en informatique. Un petit parcours de vie rapidement du professeur. Il a complété sa formation en physique et en biomédical, en génie biomédical à la Polytechnique de Montréal pendant toute sa scolarité jusqu'au doctorat. Ensuite, pour le postdoctorat, vous avez entrepris au prestigieux Big Data Institute à Oxford, où vous avez travaillé plus spécifiquement sur l'intersection entre l'intelligence artificielle et l'imagerie cérébrale. Depuis votre retour à Montréal, vous êtes professeur, professeur devenu professeur à l'UQAM, où il a fondé un laboratoire, le LINUM, puis dont vous parler exhaustivement aujourd'hui. Puis plus récemment, vous avez complété votre habileté à diriger des thèses au doctorat d'informatique cognitive, si jamais il y a des intéressés. Et vous avez aussi organisé une conférence sur les connectomes au Québec qui s'appelle Connectome Québec, qui va être fascinante. Sur ça, je pense qu'on peut applaudir le professeur. Merci, Nicolas. Pour la présentation aujourd'hui, je vais faire une formule un peu différente à l'habitude. Je vais me concentrer surtout sur l'aspect neuro-informatique de la recherche qu'on fait au laboratoire. Donc, un petit survol, je vais vous mettre un peu en contexte les sujets sur lesquels on travaille au labo. Ensuite, je vais faire une introduction de ce qu'est la neurophotonique. Ça, c'est la technique d'imagerie qu'on utilise principalement. Et je vais vous mentionner deux modalités d'imagerie parce que les images que vous allez voir au cours de la présentation viennent de la tomographie en cohérence optique et de la microscopie par nappe de lumière. Euh, et finalement, le reste de la présentation va être dédié à la neuroinformatique. Vous allez voir, la neuroinformatique, c'est un domaine très, très vaste. Je vais me concentrer surtout sur les algorithmes et pipelines de reconstruction qu'on a développés pour nos données massives, des formats de données spécialisés pour ce type de microscope et également un outil pour faire des pipelines computationnelles qu'on peut déployer sur le cloud, sur les clusters, etc. Je vais vous présenter un outil web en développement au laboratoire pour visualiser les données qu'on génère. Et finalement, je vais passer un peu plus de temps sur ce qu'on appelle le recalage, qui est une des tâches souvent nécessaires quand on travaille en neuro. Donc, juste une brève mise en contexte. Le LINUM, c'est un acronyme qui veut dire Laboratoire d'imagerie numérique, neurophotonique et microscopie. C'est un laboratoire que j'ai fondé en arrivant à l'UQAM en 2020. Et la recherche qu'on y fait est multidisciplinaire et collaborative. Donc, on travaille sur des aspects biomédicaux, soit avec des collègues en bio à l'UQAM, des collègues en neuro à Concordia et des collègues à Bordeaux. La partie microscopie optique, j'en fais un peu moi-même, mais c'est surtout à la Polytechnique, dans un laboratoire de microscopie avancée, qu'on fait ces tâches-là. Et pour tout ce qui est la vision par ordinateur, l'analyse des données, le développement d'algorithmes pour ce type de données qu'on génère, on le fait principalement à l'UQAM et un peu à Sherbrooke, où je voudrais des leur doctorat. Donc, la recherche, vous allez voir, ce qu'on fait au labo, c'est surtout du traitement d'image, la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle appliquée à la neurophotonique. Donc, j'ai mis les points clés dans ces thèmes. Puis, si vous voulez plus d'informations, là, vous avez le site web du laboratoire ici. Je ne suis pas super à jour sur le contenu, là, mais vous avez quelques descriptions, des projets de recherche, des publications, des données qu'on a partagées, des logiciels qu'on développe, etc. Ensuite, et quelles sont les motivations principales derrière les projets de recherche sur lesquels on travaille? Donc, on peut résumer ça à cet énoncé-ci. Donc, la motivation principale est de mieux comprendre les croisements de fibres de matière blanche dans le cerveau afin d'améliorer les performances des algorithmes de tractographie basés sur le diagramme de diffusion. Donc là, il y a plein de termes qui sont peut-être inconnus pour vous et quelques diapos pour essayer de résumer matière blanche, tractographie, IRM de diffusion, ça sent bien. Donc, pour un peu comprendre la motivation biologique ou médicale derrière les questions qu'on pose.
Et en particulier, ce qu'on travaille présentement, c'est comment décrire l'organisation locale du tissu cérébral ou la connectivité structurelle. Donc, comment est-ce que le cerveau est connecté d'une région à l'autre à l'aide d'outils de neurophotonique et de neuroinformatique. Je vous parle de Ah ça. oui, ah oui. Je vais le juste le mettre au minimum. Je vais Fermez mon fermer mon micro. micro. OK. Ah, il n'y a plus d'écho. Parfait. Euh, OK. Et je vais le mettre en contexte ici. Bon, brève introduction, vous allez voir une diapo sur le cerveau. On pourra en faire un cours complet, là. Donc, le cerveau et les neurones. Les images de cerveau, vous allez voir, c'est des cerveaux de souris. C'est ce qu'on étudie principalement au laboratoire. Donc, un cerveau est constitué de plusieurs parties. Si on résume, on a la matière blanche qui connecte les différentes parties du cerveau, la matière grise et on a d'autres parties qu'on appelle le liquide cérébrospinal qui enveloppe le cerveau et qui est qui se trouve dans les ventricules. La constituante, si on va à l'échelle cellulaire, c'est la neurone. Donc, la neurone, c'est une cellule spécialisée qui possède un noyau, des dendrites qui se connectent à d'autres neurones, qui reçoivent des signaux. On a une longue projection qu'on appelle l'axone. Et au bout de l'axone, on a des terminaisons axonales qui se connectent à d'autres neurones pour pouvoir transmettre l'information. Un neurone, si on veut transmettre de l'information sur une longue distance avec un neurone, on va aussi avoir ce qu'on appelle des couches de myéline qui vont recouvrir l'axone. Et ça va permettre en fait au potentiel d'action, le signal qui est transmis le long de l'axone, de se propager beaucoup plus rapidement par saut plutôt que de se déplacer graduellement le long de l'axone. Donc, quand on a de la myéline, c'est ce qu'on va appeler la matière blanche. Ça recouvre tous les neurones, tous les axones qui ont des connexions à longue distance. Et dans la matière grise, en général, les neurones n'auront pas de myéline. Donc, elles apparaissent comme étant grises, soit en dissection ou avec d'autres images. Donc, la matière blanche connecte des régions dans le cerveau et les régions connectées sont de la matière grise où sont traitées l'information. Donc, pourquoi c'est important de connaître comment les neurones sont connectés? Ben, ça nous permet de, par exemple, planifier des chirurgies. Si un neurochirurgien doit enlever une zone où on a une tumeur ou une zone où il y a de l'épilepsie, on veut savoir à quel endroit on ne devrait pas couper pour pas séparer l'hémisphère gauche de l'hémisphère droit, pour pas enlever une fonction comme être capable de parler ou des choses comme ça. Ça peut être utile aussi pour comprendre la neuroanatomie et aussi pour étudier l'évolution de maladies rares comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Donc, le cerveau, le sujet d'étude principal pour lequel on développe les microscopes et les algos de neuroinformatique. Un autre terme clé qui était dans la définition de la motivation de la recherche, c'est tractographie. La tractographie, c'est une série de méthodes algorithmiques qui vont utiliser le signal de l'IRM de diffusion. Donc, un IRM, c'est une machine à l'intérieur de laquelle on a un aimant conducteur, des champs magnétiques extrêmement puissants. Quand vous entrez dans l'IRM, le champ magnétique va aligner tous les spins de vos atomes dans une direction. Et ensuite, avec des antennes qui mesurent les radiofréquences, on peut voir comment est-ce que, en arrêtant le champ magnétique, comment est-ce que les spins reviennent à leur position naturelle. Et en analysant ce signal-là, on peut aller chercher différentes informations à l'intérieur du patient. En IRM de diffusion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce champ magnétique-là dans plein de directions différentes et on regarde comment est-ce que l'eau a diffusé pour chacun des atomes. Donc, la diffusion de l'eau, c'est si on a une molécule d'eau et qu'on applique un champ magnétique, après un certain temps, l'eau va se déplacer dans cette direction-là ou dans l'autre direction. Donc, si on étudie la façon dont l'eau est diffusée, ça nous donne de l'information sur l'orientation à l'intérieur du cerveau. Et après ça, ben, avec des algorithmes de tractographie, si on a une particule virtuelle qui se déplace dans un champ d'orientation, on peut finalement induire la connectivité structurelle du cerveau. Donc, ce type d'image-là que vous allez peut-être voir un peu partout, ben, ça décrit, OK, ben, telle région dans le cerveau est connectée via la moelle épinière et on peut suivre ces connexions.
OK. Donc, nous, on souhaite utiliser la neurophotonique pour étudier cette tractographie-là, le réaliser avec de l'optique. Donc, neurophotonique, c'est la combinaison de deux mots. Neuro pour tout ce qui a trait à la neuroscience, le cerveau, et photonique pour les photons. Donc, la lumière, comment est-ce qu'on peut utiliser les propriétés de la lumière et différents microscopes pour étudier le système nerveux. Euh, Ce qu'on fait surtout au laboratoire, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le contraste optique intrinsèque. Donc, on vient sonder les propriétés existantes du tissu. Donc, par exemple, quelle lumière est réfléchie par le cerveau? Quelle lumière est absorbée? Quelle lumière est diffusée? Il y a différents processus d'interaction lumière-matière qu'on peut étudier dans le cerveau. Et c'est ce qu'on souhaite faire au laboratoire. Les avantages de notre approche, c'est qu'on peut faire nos expériences très, très rapidement. On peut passer d'un échantillon qu'on reçoit le matin et on commence l'imagerie le soir. Avec d'autres approches que je vais vous présenter, ça peut prendre jusqu'à un mois avant d'arriver à pouvoir faire l'imagerie. Également, si on utilise les propriétés intrinsèques du tissu, ben, on sait que notre contraste va être uniforme. Il n'y a pas une région qui va réfléchir moins que l'autre si on se base sur les mêmes principes physiques pour obtenir le signal. Et c'est label free, donc on n'a pas besoin de modifier le tissu pour pouvoir voir l'information. Par contre, on a quelques problèmes. Là, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est moins spécifique. Donc, n'importe quoi peut réfléchir à la lumière. Donc, il faut mieux comprendre ce qui se passe dans les tissus pour pouvoir interpréter les résultats. Et en général, on a un signal ratio bruit moins bon. Euh, le microscope principal utilisé au laboratoire, c'est ce qu'on appelle l'Optical Coherence Tomography, tomographie en cohérence optique. C'est un microscope spécialisé 3D. Un OCT permet d'imager l'échantillon en 3 dimensions avec une très grande résolution et ça de façon très rapide. Donc, pour pouvoir y arriver, on utilise plein d'astuces en théorie en traitement du signal. Par exemple, on a la façon dont fonctionne l'OCT, on a une source de lumière qu'on sépare en deux. Une partie s'en va vers un miroir de référence, l'autre partie s'en va vers l'échantillon. Les différentes couches dans l'échantillon, donc dans ce cas-ci, c'est l'épiderme, c'est la peau. Donc, les différentes couches vont réfléchir un peu de lumière. Et cette lumière qui va être réfléchie va interagir avec la lumière qui est réfléchie par le miroir ici. Et ça va faire ce qu'on appelle de l'interférence. Donc, les deux ondes vont interférer ensemble. Et cette interférence-là, on va la séparer en longueur d'onde, en plusieurs couleurs, et on va venir mesurer avec une caméra spectrale ce qui se passe, l'interférence pour chaque couleur. On va obtenir un signal qui va ressembler à ça. Et ensuite, en faisant une transformée de Fourier et d'autres types de traitements, les gens qui suivent mon cours de traitement d'image ont entendu ce terme-là. Mais en faisant une transformée de Fourier, ça nous permet de connaître à plusieurs profondeurs la réflexion de l'échantillon en une seule mesure. Euh, donc, avec l'OCT, on peut rapidement obtenir la réflexivité de notre échantillon avec la profondeur. Si on a un laser et qu'on le déplace en X, on va obtenir ce qu'on appelle un B-scan. Donc, on va former une image. Dans ce cas-ci, ben, c'est l'image d'une rétine. Donc, l'OCT est fréquemment utilisé en ophtalmologie pour étudier votre rétine, voir les vaisseaux sanguins, voir les couches de la rétine. On peut, avec ça, détecter la dégénérescence maculaire et euh, différentes maladies comme ça. Donc, si on a notre faisceau et qu'on le scanne comme ça, on a un B-scan. Si on le scanne dans l'autre dimension, on obtient un volume, on appelle parfois un C-scan. Et si on mesure d'autres propriétés optiques, on peut faire ce qu'on appelle de l'OCT fonctionnel. Donc, par exemple, si on mesure la polarisation, je n'expliquerai pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est la polarisation, mais si on mesure cette propriété-là de la lumière, on peut avoir de nouveaux contrastes. Donc, on peut savoir, par exemple, c'est quoi l'orientation de la matière blanche dans le plan d'imagerie. Donc, l'OCT, c'est une modalité très utile en imagerie. Mais pourquoi l'utiliser pour le cerveau? Pour faire une histoire courte, c'est que l'OCT, sans rien changer dans notre échantillon, est capable de mesurer la présence de myéline, donc la matière blanche. La myéline va causer beaucoup de réflexion de la lumière. Donc, si on fait une cartographie de la réflexion en OCT pour le cerveau entier, on obtient une carte de la matière blanche. Donc, c'est la motivation principale derrière l'utilisation de cette modalité d'imagerie. Un problème, par contre, c'est que la lumière, dès qu'on travaille avec la lumière,
on est limité dans ce qu'on est capable de voir à l'intérieur d'un échantillon. Donc, pensez à, si vous avez déjà fait ça, vous avez une lampe de poche, vous la mettez derrière votre main, vous voyez un amas rouge, mais vous ne voyez pas le détail de tous les vaisseaux sanguins que vous avez dans votre main. La raison, c'est que la lumière est très diffusée par les tissus biologiques. Donc, on perd, dès qu'on dépasse quelques millimètres, on perd l'information sur ce qui se passe facialement. Donc, pour pouvoir contourner ce problème-là, il y a différentes approches qu'on peut utiliser en neurophotonique. Et les deux approches que je vais mentionner aujourd'hui sont le light sheet microscopy, en français on dirait la microscopie par nappe de lumière, et le serial OCT. Donc d'abord, pour le light sheet microscopy, c'est une technique d'imagerie où on va envoyer une bande de lumière. Donc, au lieu d'envoyer un faisceau laser, c'est comme si on envoyait une feuille de laser, une feuille laser. Ça va éliminer toute une tranche de l'échantillon et ça va, si on combine ça avec un traitement qui rend les cerveaux entièrement transparents, donc c'est ce processus-là qui prend un mois à faire, et qu'en plus, on ajoute des molécules qui vont venir se lier à la matière blanche. Donc, la matière blanche va fluorescer. Ça veut dire qu'on envoie, par exemple, de la lumière bleue, ça va interagir avec notre molécule et ça va réémettre de la lumière verte. Donc, en fluorescent, on va être capable de cartographier où se trouve la matière blanche ou d'autres composants dans notre cerveau. Je vais vous montrer des images de ça tantôt pour les vaisseaux sanguins. Donc, ça, c'est la première approche pour pouvoir faire de l'imagerie 3D pour l'ensemble des cerveaux, c'est de rendre le cerveau transparent et d'utiliser un light sheet microscope. L'autre approche, c'est ce qu'on a ici à l'UQAM, c'est le serial OCT. Donc, le serial OCT, c'est la combinaison de deux mots, OCT que je viens d'expliquer, donc Optical Current Tomography, et d'un vibratome. Un vibratome, c'est une lame qui vibre à une fréquence élevée et qui va permettre de couper l'échantillon. Ici, vous avez, ça c'est une vue schématique et ça c'est le microscope en portion. Là, présentement, la lame est en train de couper, de vibrer. On déplace l'échantillon vers la lame. Ça va enlever une fine couche de l'échantillon. Ça va révéler une nouvelle partie du cerveau. Et après ça, on va déplacer l'objectif pour acquérir plusieurs images qu'on va ensuite assembler par ordinateur pour obtenir une vue 3D complète de l'échantillon. Donc, l'histologie sérielle va être une acquisition entièrement automatisée. Une façon de le dire, c'est que c'est comme un robot qui fait de l'imagerie. Et on va acquérir notre bloc de tissu en entier jusqu'à ce qu'on ait tranché l'ensemble du cerveau. Et après, ben, c'est là que rentre en jeu ce qu'on fait au labo, c'est qu'on a des algos de reconstruction 3D pour assembler les données et faire l'analyse par après. Un exemple de données acquises, donc ici, c'est un cerveau entier de souris coupé dans une direction sagittale et qu'on a assemblé tranche par tranche. Et ici, ben, les données, ça ne paraît pas immédiatement, mais c'est des données massives. Donc, le cerveau complet occupe à peu près 8 térabytes d'espace et la reconstruction nous a pris pour ce cerveau-là, je crois, entre 4 et 5 jours. Pour pouvoir le visualiser, donc là, évidemment, on n'a pas 8 TB de RAM, on a utilisé un format de données spécialisé, un peu à la Google Earth, avec des tuiles. Donc ça, je vais présenter ça un peu plus tard. Donc, c'est le type de données avec lesquelles on va travailler. Oui. Ça, est-ce qu'on parle comme nanomètres ou plus gros? Une coupe fait 200 microns, donc 0,2 mm. Puis la résolution, donc la résolution, c'est la taille des pixels dans une image. Ici, dans cette direction-là, ça fait 3 microns. Oui. Je me demandais pourquoi la lame vibre. C'est-tu pour mieux conserver l'état du cerveau quand Là, il faudrait rentrer dans des études de biomécanique, mais pour pouvoir couper, il y a deux choses qu'on doit faire. On doit d'abord générer une craque dans ce qu'on veut couper, et ensuite, il faut que la craque se propage. Si on a une lame statique, on a besoin d'une lame extrêmement fine et dure, comme une lame de diamant. On va faire cette complétion. Si on veut utiliser une lame en acier avec des tissus mous, des propriétés biomécaniques, on peut faire l'étude, mais elle nous montre que c'est préférable d'arriver avec une lame qui vibre. Et si on vibre à une fréquence assez élevée, qui est autour de 150 à 180 Hertz, notre échantillon devient dur, puis on arrive à propager une tranche, une coupe beaucoup plus facilement.
Donc, ça, c'est une des choses que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais une des choses qu'on a fait cet été, c'est qu'on a redesigné notre vibratome avec une double flexure puis un contrôle électronique pour pouvoir faire tout ça automatiquement. Euh, mais oui, c'est une bonne question. Ça vibre pour pouvoir faciliter la coupe. Donc, si on regarde les données, donc ça, c'est des données à un peu plus faible résolution. On peut voir dans certaines régions que les données OCT sont réellement 3D. Donc, si on va dans cette région-ci, on peut voir des fibres qui sortent de ce qu'on appelle le corps calleux et qui se rendent dans le caudoputamène. Donc, on voit que ce type de données-là serait parfaite si on veut suivre les fibres et trouver la connectivité structurelle du cerveau. Donc, c'est ces données-là avec lesquelles on va travailler pour le reste de ma présentation. Pour le SOCT et le LSM, donc OCT Serial Light Microscope, on a plusieurs défis neuro-informatiques. Premièrement, on travaille avec des données massives et multidimensionnelles. Les données OCT, on a une seule couleur par pixel, mais les données brutes font 8 TB par cerveau. Et on fait des études de groupe. Une des études que je vais présenter à la fin de la présentation, on doit trancher de mémoire 26 cerveaux. Donc, 26 fois 8 TB, ça fait beaucoup de données à gérer. Puis, la même chose pour le LSM, là, on génère beaucoup de données. Puis, il y a même certains, le LSM, souvent, on va faire du multicouleur, de l'hyperspectral. Donc, on va avoir peut-être 3 ou 4 couleurs par cerveau. Donc, ça multiplie la quantité de données à traiter. Pour l'OCT, c'est aussi des longues acquisitions entre 2 et 7 jours. Donc, on doit faire de l'automatisation, savoir où on se trouve dans l'échantillon, puis s'assurer, par exemple, d'avoir des algos qui font de l'autofocusing, qui retrouvent le tissu. Donc, ça peut être un défi. Également, ben, si on a 8 thérapeutes de données, comment est-ce qu'on fait pour les regarder, les partager avec nos collègues en biologie? Comment est-ce qu'on peut entraîner des réseaux de neurones ou des modèles d'apprentissage machine pour pouvoir extraire de l'information de ces données-là pour faire des quantifications, les utiliser dans des études? Donc ça, c'est des défis. Il faut adapter des algos. Puis il y a aussi plusieurs techniques en neuroimagerie que je vais vous présenter qu'on doit adapter pour ce type de données-là. Donc, les données avec lesquelles on travaille motivent le développement de nouveaux outils et méthodes de neuroinformatique pour pouvoir étudier les cerveaux. OK, donc ça m'amène à discuter un peu de neuroinformatique. Donc, encore une fois, neuroinformatique, un mot valise qui combine neuro. On sait maintenant qu'est-ce que c'est la neuro et informatique. J'ose espérer que vous connaissez l'informatique. Mais neuroinformatique, c'est beaucoup plus vaste qu'on pourrait l'imaginer à prime abord. Donc, ici, une des définitions qui vient de sciences directes, c'est que la neuroinformatique, c'est tout ce qui traite à la modélisation du cerveau. Comment on fait pour simuler un cerveau, jusqu'à le traitement des données pour analyser ce qu'on a mesuré dans un cerveau. Et si on va dans un livre là, que vous avez accès à la bibliothèque, que j'ai fait acheter pour un nouveau cours qui s'en vient, euh, ben, la neuroinformatique, c'est tous les processus et les méthodes d'analyse liées au traitement des informations pour comprendre le fonctionnement du cerveau, du système nerveux, et pour modéliser la perception, donc ce qu'on entend, ce qu'on voit, pour modéliser le fonctionnement du cerveau et pour modéliser les processus cognitifs, comment on pense, comment on réfléchit, et qui vise à essayer de comprendre le cerveau et à créer des systèmes inspirés par le cerveau, des systèmes intelligents. Donc, la neuroinfo, en fait, c'est extrêmement vaste. Ici, je vous ai juste fait une liste de quelques domaines liés à la neuroinformatique. Donc, ça pourrait être essayer de comprendre l'organisation du cerveau, comprendre comment le cerveau fonctionne et comprendre ces processus-là. Donc là, on est vraiment dans la simulation du cerveau. Ici, si vous suivez un cours de neurosciences computationnelles, par exemple, vous allez apprendre à simuler un neurone, comment un potentiel d'action se déplace le long d'un neurone. Ensuite, vous allez passer au niveau des circuits. Si vous avez plusieurs neurones connectés ensemble, comment est-ce que le circuit, par exemple, qui contrôle votre regard va changer en fonction des inputs qu'il reçoit de l'oreille interne quand vous marchez. Ensuite, on passe à un autre niveau. On va voir comment est-ce qu'un circuit de neurones apprend via des inputs et tout ça. Et à la fin, vous allez simuler le cerveau en entier. Puis, de fil en aiguille, si vous faites ce cours-là, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver les mêmes règles d'apprentissage en biologie que ce qu'on utilise parfois en intelligence apprentissage machine, mais vu d'un point de vue biologique.
Donc, ça, c'est comprendre le cerveau. Ensuite, ça peut être toutes les techniques de traitement de signal avancé pour analyser les données qu'on a acquises pour faire de la neuroimagerie, de la neuroscience et modéliser ces données-là. Donc là, moi, c'est surtout ici où je travaille, où on travaille au labo. Ça peut être aussi essayer de modéliser comment le cerveau est connecté, comment fonctionne la perception, les sensations, la cognition, donc comment on réfléchit. Et ça, c'est un sujet principal au doctorat en informatique cognitive, par exemple, qui s'est donné ça à l'UQAM. La neuroinformatique peut aussi traiter des ontologies, des bases de données neuroinformatiques. Je vais vous en mentionner une aujourd'hui. Ça peut être pour essayer de comprendre des neuropathologies, maladie d'Alzheimer, le déclin cognitif avec l'âge, Parkinson, la déficience intellectuelle. Donc, comprendre qu'est-ce qui se passe pour peut-être prévenir ou traiter différentes maladies. Et finalement, ben, ça peut être aussi les systèmes inspirés par la nature, des robots qui vont s'inspirer de comment fonctionne un cerveau réel. Ça peut être les interfaces cerveau-machine. Donc, il y a différentes choses qui touchent à la neuroinformatique. Pour la présentation aujourd'hui, je ne vais pas présenter tout ça. Je vais me concentrer sur le traitement du signal avancé et un peu sur les bases de données en neuroinfo. Donc, pour le microscope qu'on utilise au labo, la neuroinfo se trouve sur l'automatisation du microscope. Comment est-ce qu'on peut détecter automatiquement où se trouve le cerveau, quelles sont les tranches qu'on est en train de voir, à quel endroit on se situe. Ça peut être tous les algos qu'on déploie sur les superordinateurs de Calcul Québec pour reconstruire les données, les stocker, les visualiser. Un des projets que je vais vous présenter, c'est un site web en développement. Il y a certaines personnes dans la classe qui travaillent un peu là-dessus aussi dans le cadre du cours INM 51-51. Donc, un site web pour visualiser les données, les annoter, interagir avec les données. Je vais vous présenter un outil, Nextflow, pour faire des pipelines computationnels. Cet outil-là, ça ne s'applique pas seulement à la neuroinfo, c'est la bioinfo, en traitement des données massives. Donc, il y a plein de domaines où Nextflow est utile. Et finalement, ben, je vais me concentrer surtout sur le recalage d'images. Comment on peut prendre des images qui proviennent de différents microscopes ou de différentes personnes, puis comment est-ce qu'on peut les aligner pour pouvoir les comparer. Donc, ça, c'est le recalage, j'en parler plus tard. OK. Donc, premier sujet, bon, ça c'est en anglais, les pipelines de reconstruction. C'est pas si compliqué que ça à inverser. Donc, les données OCT, on commence avec une panoplie de fichiers qui sont séparés. C'est des fichiers binaires. Chaque fichier représente un petit volume positionné à un endroit différent dans le cerveau. Et on en a des dizaines de milliers. Donc, c'est ce dataset-là qui fait à peu près 8 TB. Si on regarde ce qui se passe dans chaque tuile, on se rend compte, OK, ben, on a beaucoup de données inutiles. Sur le dessus de notre volume, on a de l'eau. Dans le fond de notre volume, on n'a pas assez de signal. Donc, il y a une petite région où on a réellement du signal utile. Donc, ce qu'on souhaite faire ici, c'est de prendre toutes les tuiles, de pouvoir les pré-traiter pour finalement les combiner en une représentation 3D du cerveau. Ça se passe en plusieurs étapes. Je n'expliquerai pas en détail tout ce qu'on fait, mais on a du pré-traitement pour retirer des artefacts, des défauts qu'on va trouver dans les images. Donc, on a des méthodes pour corriger ça automatiquement. Ensuite, ben, on doit savoir où se trouve chacune des tuiles dans une version reconstruite de l'image. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconstruction latérale XY. Donc, ça, j'ai une diapo là-dessus. Donc, ici, le but, c'est de prendre plein de tuiles qui sont séparées et les assembler en 2 dimensions. Et après ça, on a une reconstruction en Z pour obtenir le volume 3D. Et il manque une étape, le post-traitement. Donc, on va prendre ces données-là et les convertir dans un format de données qui est utile pour les données multidimensionnelles massives. Donc, pré-traitement, un seul algo parmi tous ceux qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le BASIC. Le BASIC, c'est pour... Ah, je ne me souviens plus, mais essentiellement, c'est pour retirer... Là, on ne voit pas très bien. Si je zoome, on va peut-être mieux le voir. Bon, les gens qui vont regarder le vidéo vont mieux le discerner. Mais ici, on peut voir chacune des petites tuiles parce qu'il y a comme une sorte d'illumination. Il y a une ombre qui affecte chaque image. Et cette ombre-là a la même forme et ça se répète d'une image à l'autre. Donc, le basic, il va essayer de
Le modèle de détérioration des images. Donc, l'image réelle est ici. On suppose qu'on a une détérioration multiplicative et additive. Et ce qu'on observe réellement, c'est ça. Donc, Basic, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher chaque image et avec un algo itératif, c'est une méthode d'optimisation, on va finalement, en analysant les données, trouver c'est quoi le flat field, donc le patron de détérioration multiplicatif et le dark field, le patron de détérioration additif. Et une fois qu'on a ces deux patrons-là, donc ça, c'est l'ombre qui affectait chacune des tuiles, on peut retirer cet effet-là pour trouver la tuile non affectée par la vignette. Donc, cette image-là. Donc, ça, c'est un algorithme parmi plusieurs. Ici, par curiosité, vous voulez voir comment c'est implémenté, vous avez le lien dans notre GitHub ici. Ensuite, si on veut assembler les tranches en 2D, ben, il y a plusieurs étapes. Donc, la première, c'est par exemple trouver où se trouvent toutes les tuiles qui contiennent de l'information utile. Donc, les tuiles qui sont ici sont dans l'arrière-plan. C'est du background. On n'a aucune information pour arriver à trouver leur position. Par contre, les tuiles, on a un recoupement d'informations. Là, on peut les utiliser avec des méthodes de recalage pour pouvoir savoir comment les situer une par rapport à l'autre. Donc, pour faire ça, on analyse une première fois notre image, on la segmente pour trouver les tuiles qui contiennent l'information. On obtient une sorte de graphe qui ressemble à ça, qui représente la mosaïque. Ensuite, on a un modèle de connectivité entre les tuiles. Donc, on représente ça avec des nœuds puis des liens. Et à partir de ça, on peut trouver, par exemple, cette tuile-là, comment la déplacer pour l'aligner par rapport à la tuile de gauche. Celle-là, comment la déplacer pour l'aligner par rapport à celle-ci. Et ainsi de suite, on va propager le modèle de recalage pour pouvoir assembler toute la tuile. Et une fois qu'on a fait ça, on envoie un modèle qui va représenter comment les tuiles se sont déplacées par rapport à la position des moteurs qu'on a demandé pour représenter ça avec que 4 paramètres pour simplifier la reconstruction pour les autres tuiles. Et là, je n'entrerai pas dans les détails, mais pour pouvoir prendre les tubes et obtenir l'image qui est à droite, on a un modèle de fusion par diffusion. Donc, ici, vous avez l'équation de diffusion avec des propriétés de frontière de Laplace, si je me souviens bien. Donc, on sait qu'on a de l'information ici, de l'information ici. Automatiquement, par morphologie mathématique, on peut trouver les conditions de frontière de notre simulation. Et à partir de ça, on obtient ce qu'on appelle le poids de fusion qui est utilisé pour combiner l'image de gauche avec l'image de droite. Donc ça, c'est un peu inspiré par la physique, la théorie de la chaleur, mais c'est un algo qu'on applique sur chacune des tuiles pour reconstruire les données. Bon, une fois qu'on a tout reconstruit, là, j'ai sauté des étapes, on doit utiliser un format de données spécialisé pour les données massives multidimensionnelles. Et ben, heureusement, récemment, il y a un effort international qui a été fait par le Open Microscopy Environment pour proposer ce type de données-là. Donc là, pensez un peu à un Google Street View ou un Google Earth. Si vous allez sur une carte, vous n'allez pas charger l'entièreté de la carte d'un coup. Ça serait trop long. Vous allez charger des tuiles, des régions, et vous allez les charger d'abord à une très, très grande distance, peut-être une résolution de 100 mètres par pixel. Puis après ça, ben, vous allez charger chaque petite région à une résolution un peu plus fine selon les besoins de où vous êtes rendu dans la carte. Le Mozart, c'est la même chose, mais en 3D avec plusieurs couleurs. Donc, on va prendre le grand volume et le séparer en ce qu'on appelle une pyramide 3D. Va nous permettre de dire, OK, ben, si on travaille avec les données, on va seulement charger, par exemple, la résolution fine pour cette région-là ou peut-être une résolution un peu plus grande pour d'autres régions. Donc, le OMESAR, ça, c'est le format, puis le OME-NGFF, je ne l'ai pas mentionné, là, mais c'est les métadonnées associées à tout ça. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'avec un seul ensemble de données, tout dépendant de la région qui nous intéresse, on va seulement charger les données qui ont été précalculées pour une résolution donnée. Donc, par exemple, si on sous-échantillonne, le sommet de notre pyramide va occuper 0,3 gigabytes. Mais si on travaille avec les données pleine résolution, ici, ça peut être 1 gigabyte. Donc, ici, si on va entraîner un réseau de neurones, ben, on va seulement charger les blocs dont on a besoin pour faire notre entraînement ou notre inférence.
Il y a plein d'autres avantages. Chacun des blocs est compressé, donc on a des parties vides, ça occupe presque pas d'espace. C'est un format qui a été optimisé pour le cloud, donc on peut héberger ça dans un bucket sur Amazon ou en ligne, et c'est beaucoup plus rapide pour avoir accès aux données que d'autres formats. On peut charger une petite partie à la résolution qui nous intéresse, donc c'est un format idéal pour le type de données qu'on trouve. Donc, ce format de données-là, on a plusieurs projets en cours au labo pour pouvoir l'adapter pour les besoins des microscopes avec lesquels on travaille. Par exemple, un projet qui vient de commencer, là, on avait une réunion là-dessus cette semaine. On veut faire on veut développer des algos pour prendre plusieurs omésars de plusieurs microscopes et les fusionner ensemble pour avoir un jeu de données combiné qui nous permet de comparer des cerveaux acquis avec ce type d'imagerie-là. OK, pour la reconstruction, on saute un peu de sujet. Pour automatiser tous les scripts d'analyse, on utilise un outil qui s'appelle Nextflow, qui est un outil pour créer des pipelines computationnels, des workflows, formés de plusieurs processus. Ici, en fait, ça paraît pas là, mais ce processus-là est parallélisé. Si on détecte qu'on a 100 tranches à reconstruire, il va dispatcher ça à 100 processeurs ou 100 nœuds de calcul. Il y a plusieurs avantages à Nextflow. Chaque processus peut avoir son propre environnement. Donc, un environnement où les dépendances sont dans un container, soit un Docker ou un Singularity. On peut lui dire, celui-là a besoin de 2 GPU, celui-là un seul GPU, mais 64 processeurs. Donc, on peut avoir un fine-tuning comme ça de ce qu'on veut, les ressources dont on a besoin pour chaque étape. On peut aussi, si le pipeline échoue à cette étape-ci, on peut redémarrer sans avoir à tout recalculer. Donc, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes avec Nextflow. Et on a commencé à adapter nos algos de reconstruction pour utiliser ça. Un autre avantage majeur, c'est qu'on développe notre pipeline une seule fois et ensuite on peut l'exécuter en local, sur un superordinateur, sur le cloud, sans rien changer. On change uniquement un fichier de configuration pour expliquer le worker ou l'endroit où on va déployer les calculs. Donc, juste pour vous donner une petite idée, pour une partie de la reconstruction, avant, ça nous prenait 4 heures CPU. Maintenant, on est descendu à 20. Puis je pense qu'avec d'autres améliorations, on pourrait descendre à 5. Cette partie-là, avant, on la faisait en séquentiel. Maintenant, on peut la faire en massivement parallèle. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Puis ça, c'est une autre étape un peu plus semi-automatique. Là, on a besoin d'interagir. Mais il y a des avantages intéressants là, à utiliser Nextflow. Et nos calculs, ben, on les déploie sur les serveurs de calcul de l'Alliance numérique de recherche du Canada. On peut mélanger parce qu'ils changent de nom à peu près aux 2 ans, là. Avant, c'était Calcul Canada, Calcul Québec. Maintenant, c'est l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, c'est des serveurs qui sont à l'ETS. On peut recruter une centaine de CPU, de nœuds, qui ont chacun plusieurs CPU et faire notre reconstruction en parallèle. Un autre projet, c'est SDH Assistant. Donc, ça, c'est un exemple de l'application qu'on a présentée en conférence au début du mois. Donc, c'est une application web pour pouvoir visualiser des données en ligne, donc sans avoir à les télécharger sur l'ordinateur. Ça va être très pratique pour nos collègues en biologie qui n'ont pas des workstations dans leur bureau. Donc, ici, ils vont se connecter, on leur fournit le lien vers nos données, on peut créer des expériences. Une fois que ça c'est fait, ben, on peut ouvrir un outil de visualisation. Donc, dans la démo, il est en train de mettre le lien vers les données et il va bientôt dézoomer parce que là, on n'a pas le bon niveau de zoom. Et ça nous permet de voir les données assez rapidement, donc sans trop de latence, directement dans une interface web. Et là, un peu plus loin dans la présentation, donc là, en fait, il vous montre deux cerveaux superposés. Un peu plus loin dans la présentation, il ajoute des annotations dans ce cerveau-là. Donc, si par exemple, dans une classe de biologie, il y a plusieurs étudiants qui veulent annoter telle région du cerveau dans le cadre de leur cours, ils vont pouvoir le faire, mettre des descriptions. Donc, ça, c'est l'outil qu'on est en train de développer pour regarder ce type de données-là sans avoir à avoir des outils dédiés sur desktop. Dernier sujet que je vais aborder, puis j'ai plusieurs diapos là-dessus,
c'est le recalage. Donc, le recalage, en anglais, on dit registration. Ce sont les algorithmes d'aligner des données du même cerveau, mais qui proviennent de différents systèmes d'imagerie. L'animation qu'on voyait juste ici, si je reviens, vous avez deux cerveaux qui un des cerveaux est transformé. Donc là, dans ce cas-ci, on a une translation et on essaie de trouver les paramètres optimaux pour la translation pour aligner parfaitement le cerveau fixe avec le cerveau mobile, donc le cerveau qui se déplace. Ce que vous avez ici, c'est la courbe utilisée pour l'optimisation. Donc, on a un critère de similarité entre la première image et la deuxième image. Et plus on modifie les paramètres de transformation, et plus on diminue, on améliore, dans le fond, notre fonction de coût. Donc, ici, on vise à minimiser ce truc-là. Puis là, il y a d'autres étapes que je ne traiterai pas de multiscale. Donc, ici, le but, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut transformer une image pour l'aligner sur une autre. Ça, c'est un processus assez complexe qui est en fait une méthode d'optimisation avec des données multidimensionnelles. Donc, en général, on va avoir des images qu'on va dire fixes, c'est l'image de référence. Une image moving, c'est l'image qu'on va essayer de transformer pour aligner sur une image fixe. On va avoir en fait, si on vient ici, on va avoir des modèles de transformation. Donc, les transformations, ça peut être des translations, ça peut être des rotations, ça peut être une mise à l'échelle. Donc, on agrandit, on diminue la taille du volume. Donc, tout ça, c'est des transformations globales, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des transformations locales. Disons qu'on a un cerveau, euh, c'est un cerveau très, très simple, c'est pas un cerveau d'histoire. Et on a un autre cerveau qui, disons, est comme ça. La bouche est au même endroit, mais les yeux ne sont pas au même endroit. Donc, si on veut représenter ce type de transformation-là, ce qu'on peut faire, c'est avoir un champ vectoriel qui nous dit la partie qui était ici dans l'image, on va la rapprocher. Mais cette partie-là, on va avoir des vecteurs tout petits parce qu'on ne veut pas les modifier. Donc, on peut faire aussi des transformations locales, des déformations locales. Et cette méthode-là arrive à optimiser les champs vectoriels pour pouvoir trouver comment localement déplacer des structures dans le cerveau pour les aligner. Donc, ça, c'est nos modèles de transformation. Avec les modèles de transformation, on a besoin aussi de comparer. Est-ce que l'image qu'on vient de transformer ressemble à l'image originale? Donc, il y a différentes façons de comparer les images. On peut regarder l'intensité de l'image à gauche avec l'intensité de l'image à droite pour les pixels correspondants. Si on a exactement la même intensité, on a une bonne similarité. Si c'est différent, ce n'est pas une bonne similarité. Mais on a plusieurs autres métriques. Ça peut être la corrélation croisée, l'information mutuelle. Donc, il y a différentes façons de le faire. Et donc, si on a notre transformation, notre critère de similarité, on a aussi un processus pour optimiser, modifier les paramètres de la transformation. Et ça, on le fait avec un optimiseur. Ça peut être une descente de gradient, ça peut être une recherche exhaustive. Il y a différentes méthodes pour y arriver. Donc, chaque petite partie ici sont des paramètres qui peuvent changer dans une méthode de recalage. Nous, ce qu'on utilise principalement, c'est ANTS, qui veut dire Advanced Normalization Tools. Et une autre façon d'utiliser ANTS, et je vais vous présenter un résultat à la prochaine diapo, donc, on peut utiliser ANTS pour faire ce qu'on appelle du templating. Donc, du templating, c'est du recalage entre un cerveau et un autre, mais ici, c'est du recalage de groupe. Disons que vous avez, dans ce cas-ci, 8 personnes pour lesquelles vous avez acquis les données en 3D pour le cerveau. Et vous voulez savoir à quoi ressemble le cerveau moyen, le cerveau qui est le plus près des 8 personnes que vous avez imagées. Bien là, si on regarde rapidement, sans connaître la neuroanatomie, on peut facilement se rendre compte, bien, celui-là est plus clair, celui-là est plus sombre. Les structures à l'intérieur, le volume change, donc la ventricule ici est beaucoup plus grande que celle-là. La forme de la ventricule ici est différente. Donc, il y a des différences interindividuelles. Le cerveau de chaque personne n'est pas identique. Comment on fait pour trouver le cerveau moyen qui ressemble le plus à chacun des cerveaux individuels? Bien, on va faire du recalage itératif. Donc, on va d'abord aligner tous les cerveaux sur un cerveau moyen. On va obtenir une version très, très, très floue du cerveau. Et ça va nous servir de cible pour la prochaine étape d'itération. On va répéter le recalage en essayant d'aligner ce cerveau-là avec celui-ci. On va obtenir la prochaine itération. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on ait une version beaucoup plus affinée de notre cerveau moyen. Et ça, ensuite, ça va nous permettre de faire des études de groupe, de dire, OK, on a 10 patients qui ont l'Alzheimer, 10 patients qui ont
pas l'Alzheimer, quelles sont les différences entre leur cerveau d'un point de vue populationnel. Donc, ces outils-là de normalisation, de templating vont nous permettre de faire ce type d'études-là. Donc, on a adapté des algos de templating pour les cerveaux de souris. Donc, ici, c'est juste un exemple. Ça commence à être assez vieux, là, 2017. On a créé un template du cerveau OCT à 25 microns de résolution. Et ce cerveau-là, on l'a aligné sur un cerveau de référence qui provient du Allen Institute, qui est un institut de recherche sur le cerveau de la souris à Seattle. Et l'avantage de Allen Institute, c'est qu'ils ont aussi créé un atlas du cerveau. Donc, ils ont une cartographie qui nous dit telle région correspond à c'est quoi le nom de cette région-là, en fait, dans le cerveau de la souris. Et ça, c'est non, c'est un standard. Donc, on dit par exemple que toute la région ici, c'est ce qu'on appelle le codopytamène. Donc, si notre cerveau est aligné sur l'atlas de Allen, après ça, on peut automatiser des analyses sur juste le codopytamène en utilisant un masque de cette région. Euh, nos données sont publiques, puis là, on est en train de préparer une nouvelle version qui va être à 10 microns, je crois, et nos cerveaux vont être entiers. Là. Ici, il nous manque une partie du cervelet. Ça, on va l'ajouter dans notre prochaine version. Euh, dans le recalage, on peut aussi faire ce qu'on appelle du recalage multimodal et multi-échelle. Ça, c'était un article que j'ai présenté en 2018. Sans rentrer dans les détails, pour cet article-là, on avait des données IRM, des données basse résolution en OCT sérielle et des données haute résolution pour certaines parties de nos cerveaux. Et là, on a développé un pipeline de recalage qui nous permet de dire, OK, quel pixel dans notre cerveau à l'IRM correspond à quelle image en haute résolution en microscopie. Et ça nous a permis de commencer à explorer plusieurs choses, par exemple, de voir c'est quoi la corrélation entre ce qu'on voit en IRM et ce qu'on voit en microscopie. Et ça a conforté beaucoup de gens qui travaillent en IRM pour dire, OK, leur modèle qui calcule le nombre de fibres ou la densité, ou, non, ça c'est la densité ou l'anisotropie fractionnelle, mais on voit ce qu'on s'attend à voir. Eux, ils ne peuvent pas le voir en IRM, nous, on arrive à le voir en microscopie. Donc, on se base là-dessus pour la suite de nos recherches, faire de l'imagerie multimodale. Euh, faire de l'imagerie multimodale. Puis là, je réalise que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Euh, Comme d'habitude. Un outil qu'on a développé ici, c'est un étudiant qui a fait un stage dans mon labo à l'UQAM. Il a développé un toolkit end-to-end pour pouvoir prendre toutes ces données-là, puis les rendre disponibles via un API. Donc, on peut télécharger des données de microscopie, des données IRM, des données de tractographie avec quelques appels de son outil. Puis là, on va ajouter de nouvelles fonctionnalités là-dedans avec des projets futurs. Euh, les outils que j'ai présentés, on peut les appliquer avec d'autres types de microscopie. Donc, pour le light sheet, on peut créer un template du light sheet. On peut utiliser l'atlas de Allen. Dans le cas du light sheet, ici, il mesurait la présence des vaisseaux sanguins. Donc, on peut aller chercher les vaisseaux sanguins par région dans l'atlas. On peut ensuite masquer certaines régions. Donc, là, ici, c'est que l'isocortex pour voir les vaisseaux sanguins qui sont présents dans cette structure-là. Et pour cette étude-là, Franz, qui est un étudiant en doctorat en partie à Poly, en partie ici, va utiliser les outils pour vérifier c'est quoi l'impact d'un manque d'oxygène à la naissance sur les vaisseaux sanguins et la matière blanche plus tard dans la vie de l'animal. Bon, recalage 2D vers 3D, ça je vais sauter, mais ce que je vous ai présenté, le recalage, on peut aussi le faire avec des réseaux de neurones. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a présentées cette année en conférence. Donc, on montrait une image, on a entraîné un réseau de neurones qui faisait un Spatial Transformer Network, un VGG, prédit des anchor points. Donc, ça nous dit comment placer une tranche en 3D dans un volume. Et ça nous sort la bonne tranche associée à l'image qu'il a vue. Et à partir de ça, ben, on peut, dans le fond, éviter de reconstruire en 3D au complet. On peut juste travailler avec des images 2D. Et finalement, l'étude qui est en cours présentement vise à créer un template multi-orientation. Je vais sauter les détails, mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un cerveau qu'on va trancher dans différentes orientations pour aller chercher des informations complémentaires d'un cerveau à l'autre. Et ensuite, on va aligner tout ça pour pouvoir créer un template à très, très haute résolution qui va nous indiquer la direction des fibres de la matière blanche
dans des cerveaux entiers avec une résolution de 3 microns. Et c'est ces données-là qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour faire de la tractographie basée sur la microscopie. Donc là, je sais que j'ai présenté ça rapidement. Je vais pouvoir prendre des questions tantôt. Mais juste pour conclure, la neurophotonique, c'est l'utilisation de la lumière pour étudier le cerveau. Neuroinformatique, c'est tous les algorithmes et méthodes informatiques qui sont utilisés pour comprendre le cerveau, le modéliser et aussi analyser les données cérébrales. Je vous ai montré quelques exemples qui utilisent le microscope qu'on a au labo, le SOCT, et quelques exemples d'outils neuroinformatiques pour reconstruire, gérer, visualiser et aligner les données. Et on va l'utiliser dans le futur pour plusieurs projets. Donc, juste pour terminer, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter à ce courriel-là. Vous avez le site web du labo. Je suis aussi membre de nouvelle société, la Société internationale de tractographie qu'on a fondée au mois de mars. Donc, je fais partie de l'équipe technique. On va développer des outils neuroinfo pour la tractographie. Mon laboratoire fait aussi partie d'un labo international. Donc, si vous voulez voyager à Bordeaux, on a un peu de fonds pour des voyages pour ça. Aller sur la tracto, c'est super intéressant. Puis ceux qui veulent, bon, si vous voulez faire une bourse, sachez, ça, c'est pas que pour moi, là, mais pour un stage, les bourses, pour les demander, c'est février 2025. CRSNG pour les bourses de maîtrise, la date limite, c'est 1er ou 2 décembre, là, je ne suis pas certain de la date. Puis la date, et FRQNT, c'est déjà passé, je crois. Puis finalement, si vous voulez faire des cours avec moi, ben, sachez que je donne infographie cet hiver, vision par ordinateur également cet hiver. Je vais redonner traitement d'image à l'automne prochain. Et je suis en train de préparer un nouveau cours de neuroinformatique qui va être offert au doctorat en informatique cognitive à l'hiver 2026. Donc, merci beaucoup. Euh, Avant de faire les questions, est-ce que vous êtes présenter des questions? moi, je donne un cours à 14 heures. OK, donc, Jeudi. OK, puis de mon droit d'organisateur pour vous poser la première question. Une question vraiment large et ouverte. Dans vos travaux, vous focusez spécifiquement sur les cerveaux de souris. Ce que je me demandais, c'est, il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs raisons de s'intéresser au cerveau de souris, mais est-ce qu'une des raisons pour qu'on ne s'intéresse pas directement au cerveau d'humain, c'est juste que c'est un problème qui est trop gros encore, qu'il y a trop d'informations, puis qu'on serait pas avoir les méthodes pour s'occuper de ça? Ben, on va faire des cerveaux humains dans le futur, mais c'est à moyen et long terme. Euh, il y a des problèmes techniques. Donc, si un cerveau de souris fait 8 TB, un cerveau humain, on est dans du pétabyte. Il y a un groupe à Boston, un groupe international qui fait partie du Human Brain Project, qui commence à essayer d'adapter les microscopes qu'on utilise pour faire un cerveau humain. Mais nous, on a décidé, on va poser nos questions avec le cerveau souris et ensuite, on va passer à d'autres organismes. Donc, ce qui s'en vient l'année prochaine ou dans 2 ans, on va faire des cerveaux de macaques. Et dans 5 10 ans, on va faire des bouts de cerveau humain. Mais on ne croit pas que c'est utile présentement, étant donné tous les défis en gestion des données et pas juste et aussi l'éthique, là. On ne pense pas que c'est pertinent pour l'instant de faire un cerveau humain complet. On va entendre du programme à la recherche fondamentale. Ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre avec question? Parce que vous avez parlé des stagiaires, est-ce que vous pouvez juste nous parler un petit peu de ça? La recherche de stagiaires, donc je- On maîtrise. les stages, un stage, ça peut être au niveau bac, donc un stage d'été de 4 mois à peu près. Pour faire le stage, pour avoir un financement, BRPC, c'est un programme fédéral du CSNG. Vous devez être supervisé par un professeur. Vous soumettez un projet avec le professeur. C'est évalué en comité. Puis si vous obtenez cette bourse-là, vous avez, en combinant le financement fédéral, le provincial et ce que le prof va fournir, c'est autour de 9 000 à 10 000 pour l'été pour faire votre stage. Donc, il faut qu'on propose un projet, c'est ça? Ah oui, mais au niveau stage, le BRPC, c'est proposé avec le professeur. Pour la maîtrise et le doc, là, vous allez écrire, c'est un peu comme votre proposition de recherche pour faire la maîtrise ou le doctorat. Ben, vous soumettez ça à l'organisme subventionnaire avec votre CV, des lettres de référence et tout. Et ça, c'est aussi évalué en comité. Puis si vous l'obtenez, vous allez avoir, ils ont changé le montant, là, mais c'est autour de, je ne veux pas dire n'importe quoi, ils ont changé le montant récemment. Mais vous allez avoir de l'argent pendant 1 an ou 2 ans pour faire votre maîtrise. Est-ce qu'il faut qu'on s'adresse à vous?
Ben, tous les profs peuvent superviser des BRPC, là. Donc, on peut C'est pas uniquement moi. choisir un projet, après ça, discuter avec le prof. Ben, moi, j'irais dans l'autre sens. Discuter avec le prof et ensuite préparer un projet. Ouais. Ça, il faut le proposer, c'est-à-dire déposer une demande auprès du BRPC. Oui, ben, c'est ça, le BRPC. C'est un formulaire en ligne sur le site du gouvernement du Canada. Et vous remplissez le formulaire. Puis une fois que c'est prêt, vous l'envoyez. Ça va être traité par des gens de camp. Ouais, c'est ça, c'est traité par du monde à l'UQAM. C'est ça. Eux, Ouais, quota, ils ont 20 bourses. C'est comme ils veulent, là. Donc, le prof, il va évaluer le projet, même avant de le faire, parce que c'est une nouvelle idée, là. Ouais. Une chose que je vous conseille de faire aussi, c'est que vous pouvez regarder la liste de tous les professeurs au département, puis vous pouvez par sujet ceux qui vous intéressent, vous pouvez aller voir leur littérature scientifique, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le plus avec le prof. Nous, qu'on aurait accès à la liste des projets la liste des projets. à présenter justement par la suite. Il n'y a pas de liste publique de projets. C'est de contacter les. Chaque prof a des projets en cours, donc c'est de contacter les profs. Et donc, il faut choisir des projets proposés par des profs ou c'est nous qui Pas doivent. nécessairement, ça dépend d'un prof à l'autre. Moi, je préfère quand les étudiants travaillent sur des projets qui sont financés au labo parce que je peux leur verser des bourses. Mais il y a d'autres profs qui vont aussi aller de l'autre sens. On va proposer un projet, on obtient le financement, puis ensuite l'étudiant travaille là-dessus. Évidemment, vous avez parlé de différentes façons de faire de l'imagerie. Vous parlez d'images de très haute résolution. Euh, Qu'est-ce que contient en fait ces données-là? On a l'image comme telle. J'imagine qu'il y a une position vectorielle pour la replacer dans l'ensemble, mais L'image, si on va juste la représentation, par exemple, nous, on utilise Python. L'image, c'est une matrice, c'est soit une matrice ou un tenseur représenté avec NumPy ou PyTorch. C'est une matrice, on peut accéder à chaque voxel en donnant son index. Donc, par exemple, si c'est la troisième ligne, quatrième colonne, cinquième tranche, ça nous donne accès à ce truc-là. Puis ensuite, ben, si on a d'autres dimensions, on peut aller chercher la couleur 0, 1, 2, 3, 4. Et ça nous donne accès à la valeur de ce pixel-là. Donc, c'est réellement des matrices ou des tenseurs sur ordinateur. Après ça, comment on les manipule, comment on va les modifier, ça, c'est du traitement d'image, la vision par ordinateur. Il y a différentes techniques pour y arriver. ça doit être quand même un gros challenge de justement faire des translations, rotations, puis tout retravailler, mais sur Oui, c'est des challenges, mais c'est des techniques qui ont été développées au cours des 40, 50 dernières années. Donc, ça commence à être mature, la mathématique derrière ça. Le défi présentement, c'est comment l'adapter pour des données de plusieurs terabytes, plusieurs pétabytes. ennuyant, cette précision-là aussi, parce que vous ne pouvez pas prendre, j'imagine, des raccourcis comme on voit dans d'autres domaines. Puis aussi, en fait, là, on atteint une résolution où ça fait pas vraiment de sens d'aligner des données. La position, on pense, la résolution ultime, ce serait à la microscopie électronique, on voit chaque neurone du cerveau. Chaque personne n'a pas un neurone au même endroit, donc on ne va pas aligner au niveau des neurones. Il y a une certaine résolution où on arrête les algos d'alignement, puis on accepte qu'il y a des différences. Dans le mélange cette question, parce que sinon, on risque des fois de créer comme des hallucinations un peu ou des structures qui ne seraient pas là. Si on fait des alignements, ou vous avez Hallucination, c'est pas le bon terme, ouais, c'est un petit peu un abus. mais on va obtenir toujours des données qui sont plus floues, qui sont moins précises. Et ça peut avoir un impact sur l'analyse qu'on fait ensuite. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Est-ce qu'on travaille avec un template ou avec les vraies données? Il y a une question, moi je me suis avec une dernière question. J'ai déjà posé la question en vos cours, mais j'aimerais la poser. Aviez-vous, un de vos matières premières, c'est les cerveaux. Puis est-ce que vous avez un intérêt envers le corps de recherche sur les organelles qui sont faits sur des chips? Puis voyez-vous ça comme quelque chose qui est prometteur ou on a quelque chose de vraiment plus dans le moyen, long terme, avant qu'on puisse se tourner vers ces sources? Oui, ben, les organelles, tous ces organelles-là, on n'en a pas besoin dans mon labo parce qu'on s'intéresse à- on s'intéresse à la structure actuelle, l'organisation actuelle du cerveau. Les organelles sont souvent utilisées si on veut vérifier le développement, tester des médicaments dans un contexte qui ressemble au réel, mais qui est pas des vrais organismes. Puis, je sais que là, les organelles sont rendus tellement avancés
qu'il commence à avoir des questions éthiques. Il se demande à quel moment est-ce que l'organelle commence à être conscient de ce qui se passe si on simule le cerveau. Puis là, ils sont en train de réfléchir à des critères pour déterminer est-ce qu'on doit appliquer l'éthique humaine, l'éthique animale, ou on est encore dans l'éthique pour des organelles. Micro-organismes qui n'ont pas C'est ça. d'enjeu. Mais là, on est vraiment dans la biologie fondamentale. C'est ça. Oui, une organelle, c'est comme un. Disons, on peut prendre une cellule souche, par exemple, qui va se développer et se développer pour ressembler à un poumon ou ressembler à un petit cerveau, ressembler à un autre organe. Puis ensuite, une fois qu'on a ça, ben, c'est pas un organisme en tant que tel, c'est quelque chose qui ressemble à un organisme. Donc, on peut tester des trucs là-dessus. En anglais, il y avait ça organ on a chip, mais je voulais utiliser un mot français. Donc. Et donc, effectivement, tu développes un cerveau Ouais. tout seul à un moment donné ou ouais. Qui comprend. Ben, c'est ça qu'ils font. Les biologistes, ils enlèvent certaines molécules pour empêcher qu'il y ait un développement complet. Ok. Mais là, ça commence à se rapprocher tellement de, par exemple, un embryon qu'ils disent à quel moment là, on a un embryon, puis c'est pas un organe qu'on a fait croître dans un bol. Ouais. Mais là, ça, je sors pas mal de ce que je En fait, je n'ai pas bien compris, mais je voulais juste savoir avec tout le data qu'on est en train de collecter, Ouais. c'est quoi l'hypothèse en fait? Est-ce que c'est pour prévention de maladies ou pour voir les anomalies dans le cerveau? C'est quoi exactement? Dans notre cas, ce qu'on veut voir, c'est à l'échelle microscopique comment est organisée la matière blanche. Si on a, par exemple, un amas de fibres qui va dans cette direction-là, puis un amas de fibres qui va dans cette direction-là, comment, à, à la région de croisement, comment est-ce que ce croisement se fait? Est-ce qu'on a un croisement comme ça, puis il n'y a aucune interaction? Est-ce qu'on a une partie des neurones qui s'en vont comme ça, qui s'en vont comme ça, qui passent en dessous, qui passent au-dessus? Et la raison pour laquelle on veut savoir ça, c'est que les algos de tractographie utilisés à l'hôpital, ils fonctionnent. Mais 4 fois sur 5, ils nous donnent des fausses connexions. Ça n'existe pas. Et une des raisons pour laquelle ça ne fonctionne pas bien, c'est que dans toutes les régions de croisement, l'algorithme ne peut pas prendre une bonne décision. Il manque de l'information. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en microscopie, on va aller voir comment c'est organisé. On va représenter l'information sous une forme qui peut être utilisée par la tracto en IRM, puis ils vont modifier leur algo de tracto pour prendre les meilleures décisions dans ces. Ouais. Je pense que s'il y a d'autres questions, on peut applaudir une fois le professeur puis le remercier. Merci pour la présentation. Puis juste avant de vous laisser aller, je veux juste faire la pub pour le prochain événement. Donc, dans 2 semaines, le 13 octobre, ouais, 13 octobre, 13 novembre, il va être le professeur Rajat qui va nous parler de simulation de données et de création de données artificielles. C'est maintenant. C'est ça.